Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse complexe. Et aujourd'hui, on va démontrer des formules qui donnent les valeurs de certaines fonctions, de certaines séries de fonctions holomorphes. Donc par exemple, ce développement-là de la fonction cotangente. Alors la fonction cotangente, je vous rappelle que par définition, c'est juste le cosinus sur le sinus. Donc c'est l'inverse de la tangente. Et on peut essayer de développer la cotangente en s'intéressant à la position de ses pôles. Alors, vous savez que le sinus, il a des zéros en pi fois les entiers, donc ce truc-là, il va avoir des pôles exactement aux entiers relatifs. Et donc, ça laisse penser qu'on va pouvoir l'écrire comme la somme des 1 sur z moins n, où n va être un entier relatif, qui est exactement cette formule-là. Alors pourquoi j'ai mis 1 ici ? Parce qu'en fait, le résidu ici, ça va bien être 1, et vous allez bien avoir des pôles simples. Donc on s'attend effectivement à ce qu'on ait ce genre de formule qui soit valable. Alors on va démontrer explicitement cette formule-là, et pour ça on va utiliser ce qu'on a fait la dernière fois sur les fonctions, sur les séries de fonctions holomorphes. Alors, on va poser pour tout z dans oméga, où oméga c'est c privé de z, c'est donc un ouvert, on pose h de z qui va être égal à cette fonction-là. Alors, il s'agirait quand même de vérifier que ça définit bien une fonction holomorphe, c'est-à-dire que ça converge, et pour ça, que la somme infinie converge, et pour ça on va réduire au même dénominateur, et on va constater qu'ici, on se retrouve avec z au carré moins n au carré, le tout sur 2z, le tout sur z au carré moins n au carré. Et donc ce truc-là, à z fixé, vous voyez que c'est un grand taux de 1 sur n carré, donc la série converge. La série converge au moins ponctuellement. Maintenant, on aimerait bien quand même avoir une convergence uniformément locale, c'est-à-dire une convergence locale uniforme, la condition qu'on a dégagée la dernière fois, donc à savoir qu'on voudrait qu'au voisinage d'un point, sur un voisinage d'un point assez petit, ça converge uniformément. C'est-à-dire que si je fixe un point dans l'ouvert, au voisinage de ce point-là, ça converge uniformément. L'intérêt de cette manœuvre-là, c'est que ça nous assurera que cette fonction-là est holomorphe et qu'on peut bien dériver sous le signe somme. Donc, montrons qu'on a convergence localement uniforme. L'intérêt de faire ça, c'est, encore une fois, d'utiliser les théorèmes de la dernière fois pour en déduire que la fonction h est bien une fonction holomorphe. Alors, comment on va faire ça ? On va fixer un point z à peu près n'importe où dans c privé de z. Ok, donc ici vous avez c privé de z, z c'est ces points-là, donc ici vous avez moins 1, ici vous avez 0, 1, 2, moins 2, etc. Et on prend un point z n'importe où, ok ? Et je vais prendre une petite boule autour de rayon R strictement positif. La boule, on va la choisir de manière à ce qu'elle n'intersecte pas z, ce qui est possible évidemment parce que oméga c'est bien un ouvert de z. Donc on prend une petite boule très petite autour du point z, de manière à ce qu'elle n'intersecte pas l'ensemble des entiers. Et on va essayer de majorer cette somme-là à l'intérieur de cette petite boule. Alors, on pose fn, la fonction qui va de notre boule centrée en z de rayon R dans C, et qui a z associe 2z sur z carré moins n carré. Alors qu'est-ce qu'on obtient ? On a pour z' dans la boule que module de fn de z', ça va être égal à module de 2z' sur module de z' carré moins n carré. Ok. Maintenant, j'utilise le fait que donc je vais sortir le 2 ici, et ensuite j'utilise le fait que z' est à distance O plus R de Z, et donc par inégalité triangulaire en haut j'obtiens ça. Ok. Et en bas, comment je vais faire ? Ici j'utilise le corollaire de l'inégalité triangulaire, donc cette chose-là ça va être plus petit que module de Z' au carré moins n carré.
Ok. Bon, bah, il reste encore à se débarrasser du z' ici pour avoir une convergence uniforme sur la boule. Et comment on va faire ça? Bah, on écrit que module de z' au carré moins n carré, cette chose-là, ça va être plus petit que, bah, pareil, donc module de z plus r au carré moins n carré. Et de la même manière, on écrit que n carré moins module de z' au carré, cette chose-là, ça va être plus grand que n carré moins, et du coup ici on va mettre module de z moins r au carré. Donc, je vous laisse vérifier ces choses-là, ça découle exclusivement de l'inégalité triangulaire, en utilisant toujours le fait que z' est bien dans la boule. Ok, bon bah maintenant, si on récupère tout ça, on obtient finalement que module de z' moins n carré, module de z' carré moins n carré, cette chose-là, ça va être plus petit donc que le max de ces deux trucs-là. Ok, donc bah ça va être plus petit donc que le max de module de z plus r au carré moins n carré en module plus donc max, virgule, pardon, n carré moins module de z moins r au carré. Ok, et ce truc-là, c'est un truc qui va être plus petit, on va dire, que la somme des deux, par exemple. Donc ici, on va obtenir module de n carré moins norme de z plus r au carré plus n carré z moins r au carré. Ok, bon, bah maintenant on réinjecte tout ça là-dedans et on obtient que norme de fn de z', donc en fait module de fn de z', pardon, bah cette chose-là, ça va être plus petit que 2 fois norme de z plus r sur bon, ce truc-là, n carré moins z plus r au carré plus n carré moins z moins r au carré. Et l'intérêt de tout ce truc-là, c'est que c'est un grand taux de 1 sur n carré qui ne dépend pas de z'. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient finalement que la norme infinie de fn va être sommable. Donc, si je définis norme infinie de fn sur la boule de centre z et de rayon r, comme le sup pour z' dans cette boule, des fn de z', on a que norme des fn, norme infinie des fn sur la boule de centre z et de rayon r, bah, ça va être une suite qui est sommable. Ok, donc bon, moi, vous avez une suite de fonctions qui convergent aux normes. Vous avez convergence normale de la suite de fonctions, donc vous avez convergence uniforme. Donc, la convergence normale implique la convergence uniforme. Donc, bah, vous savez que la série des fn converge uniformément sur la boule de centre z et de rayon r, où r a été choisi assez petit, je vous le rappelle, pour que la boule n'intersecte pas l'ensemble des entiers relatifs. Ok, donc ça, finalement, ça vous assure que la somme des fn converge uniformément sur la boule de centre z et de rayon r. Donc, comme ça c'est valable pour tout z, enfin pour tout z on peut trouver un r tel que ça soit vrai, on a que la somme des fn converge uniformément, localement, sur oméga qui est égal donc à c privé de z. Et ça c'est super parce que maintenant bah, le théorème qu'on avait montré la dernière fois nous assure automatiquement qu'on a bien une fonction holomorphe et qu'on peut dériver sous le signe somme. Donc hz qui est donc ce truc là z-n plus 1 sur z plus n est une fonction holomorphe et on peut dériver sous le signe sigma. Voilà, donc cette chose-là, c'est bien une fonction holomorphe. Maintenant, nous, on aimerait bien montrer que c'est égal à ce qu'on avait dit.
Donc pi cosinus de pi z sur sinus de pi z. Alors ça, c'est vrai. Maintenant, la question, c'est comment on va faire ça. Alors il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire en faisant la différence des deux et en marquant que c'est une fonction entière, donc c'est-à-dire holomorphe sur tout le plan et bornée, puis utiliser le théorème de Liouville. C'est pas la méthode que je vais vous proposer ici, parce qu'essentiellement, on l'a déjà montré, en fait, cette égalité-là. On l'a déjà montré, en fait, on a montré que les développements en série entière sont égaux. Alors, je vais préciser ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que ces deux fonctions-là, elles ont le même développement en série entière au voisinage de 0. Alors évidemment, là, il y a 1 sur z, donc vous pouvez vous dire, ah, mais c'est pas holomorphe en 0, c'est pas un problème, on va passer le 1 sur z de l'autre côté, on aura deux fonctions qui sont holomorphes en 0, en tout cas au voisinage de 0, et qui ont le même développement en série entière. Donc on pourra conclure comme ça qu'elles sont égales au voisinage de 0, et donc, en utilisant le théorème des zéros isolés, que ces deux fonctions sont égales partout. Voilà ce qu'on va faire. Donc maintenant, on va considérer ces deux fonctions-là. Vous voyez que j'ai passé un 1 sur z qui était avant dans celle-là, je l'ai passé dans celle-là, et on va montrer que ces deux fonctions-là sont égales. Alors, il y a pas mal de manières de faire ça. Le truc le plus classique, ça consiste à faire la différence des deux et de remarquer que ça va être une fonction entière, donc c'est-à-dire holomorphe dans tout le plan, qui n'a pas de pôle, et qui est bornée. Et après, d'utiliser le théorème de Liouville pour conclure qu'elle est constante, et puis évaluer la constante en évaluant la fonction en un point intelligent. Ce que je vais faire ici, ça va être un peu différent, puisqu'en fait, on a déjà en substance démontré toute cette égalité-là. En fait, cette égalité-là, c'est essentiellement la même chose que le calcul des zeta de 2K, comme on va pouvoir le voir. Donc, c'est plutôt cette chose-là que je vais faire, et donc j'utiliserai pour ça des arguments de développement en série entière. Alors, ces deux choses-là, c'est des fonctions qui sont holomorphes sur C privé de Z étoile. Alors pourquoi sur C privé de Z étoile? Donc C privé de Z étoile, ça ressemble à ça, et j'enlève les points entiers non nuls. Ok. Donc en particulier, c'est le morphe au voisinage de 0. Pourquoi c'est le morphe au voisinage de 0? Pour cette fonction-là, c'est exactement la même preuve que précédemment. Ok. Juste, on n'aura pas de division par 0 dans la majoration de norme de Fn. Donc même preuve que précédemment pour cette fonction-là. Et pour cette fonction-là, vous constatez que juste cette fonction-là, c'est une fonction. Cette fonction-là, c'est une fonction qui a un pôle simple en z égale 0 de résidu 1. Donc si vous écrivez son développement en série entière au voisinage de 0, vous allez avoir du 1 sur z plus un développement en série entière normal, donc c'est-à-dire 1 sur z plus a0 plus a1z plus a2z carré, etc. Donc je vous renvoie à la vidéo sur les fonctions méromorphes si vous voyez pas de quoi je parle. Et donc si vous retirez 1 sur z à tout ça, vous avez juste un développement en série entière classique, c'est-à-dire a0 plus a1z plus a2z carré, etc. Donc ce truc-là, c'est bien holomorphe au voisinage de 0. Et évidemment, c'est holomorphe partout ailleurs sur C privé de Z, parce que c'est un quotient de fonction holomorphe qui ne s'annule pas sur Z privé de Z étoile, sur C privé de Z, parce que le sinus de pi z s'annule quand les entiers. Donc vous avez ailleurs qu'en 0, c'est évidemment holomorphe. Et le seul point qui pose problème, c'est 0. Et pour ça, vous écrivez le développement en série entière de ce truc-là au voisinage de 0. Vous avez un terme 1 sur z devant, puisque vous avez un pôle simple de résidu 1, et donc il s'annule avec celui-là. Et vous avez bien un développement en série entière, entre guillemets, classique, c'est-à-dire de la forme A0, plus A1z, plus A2z carré, etc. Donc ces deux fonctions-là, elles sont bien holomorphes sur C privé de Z, et C privé, de Z étoile, est connexe. Okay, donc par le théorème des zéros isolés, il suffit de vérifier. Quoi? Qu'elles sont égales sur un ensemble assez gros. Donc elles sont égales, par exemple, au voisinage de 0. Ça suffira. C'est-à-dire dans une petite boule centrée sur 0. Pourquoi ça suffira? Parce qu'après vous faites la différence des deux, vous avez une fonction holomorphe sur un ouvert connexe qui s'annule dans un ensemble comme ça, dans une petite boule. Donc en particulier c'est un ensemble qui a un point d'accumulation, donc vous appliquez le théorème des zéros isolés et ça vous dit que la fonction de différence est en fait la fonction nulle. Donc il suffit de montrer ça. Donc ça revient à montrer qu'elles ont le même développement en série entière au voisinage de 0.
Ah bah oui, parce que si elles ont le même développement en série entière au voisinage de 0, en particulier c'est des fonctions holomorphes, donc elles sont égales à leur développement en série entière au voisinage de 0, et donc vous avez dans ce cas-là égalité des deux fonctions sur un voisinage de 0. Donc on va montrer ça, qu'elles ont le même développement en série entière au voisinage de 0. Alors deux choses à remarquer, une chose qui va s'appliquer aux deux fonctions. On va faire une remarque tout de suite. F et G sont impairs. F et G sont impairs, bah oui, parce que la cotangente c'est impair, parce que le cosinus c'est pair et le sinus c'est impair. Ce truc-là c'est impair, ça c'est clair. Et maintenant G est impair parce que pour tout n, ce truc-là ça va être égal à 2z sur z carré moins n carré, pardon, et ce truc-là c'est clairement impair. Okay, donc f et g c'est deux fonctions qui sont impaires. Okay, donc leur développement en série entière en 0 ne fait intervenir que des termes impairs. Ok. Et donc, ce qu'on peut écrire, c'est que f de z, donc pour z proche de 0, vous avez que f de z, vous pouvez l'écrire comme ça, somme pour n variant de 0 à plus l'infini, dA indice 2n plus 1, z puissance 2n plus 1, et pareil pour g de z. Parce que c'est juste deux fonctions holomorphes au voisinage de 0 qui sont impaires. Donc ici, on va écrire b 2n plus 1, z puissance 2n plus 1. Et du coup, il suffit de montrer que les deux suites sont égales. A indice 2n plus 1 est égal à b indice 2n plus 1. Et ça, pour tout n dans n. Et c'est ça qu'on va montrer. Alors, pour f de z, c'est pas hyper difficile de développer ce truc-là en série entière, puisque essentiellement, la cotangente, ça va faire intervenir les nombres de Bernoulli qu'on connaît déjà, et donc on va pouvoir s'en sortir en développant brutalement la cotangente avec les nombres de Bernoulli. Donc déjà, on va faire ça dans un premier temps, et après on s'occupera de G. Alors, donc, première étape, on développe f de z. F de z, par définition, c'est égal à pi fois cotangente de pi z moins 1 sur z. J'écris ce que ça veut dire tout ça. Exponentielle de pi i z moins exponentielle moins pi i z, plus exponentielle moins pi i z sur exponentielle pi i z moins exponentielle moins pi i z. Vous avez un 1 sur 2 sur le cos, un 1 sur 2i sur le sinus, donc vous obtenez un i ici, moins 1 sur z. Je multiplie tout le numérateur et le dénominateur par pi i z, et vous obtenez 2 pi i z en haut plus 1, et 2 pi i z en haut moins 1. Okay, et ce truc-là, on va pouvoir le développer avec Bernoulli. Alors, les nombres de Bernoulli, par définition, donc ça je vous le rappelle, on l'avait vu dans la vidéo sur les états de 2K, on a que x sur exponentielle de x moins 1, ça par définition c'est la somme pour k variant de 0 à l'infini des bk sur k factoriel x puissance k. Ok, donc on va utiliser cette formule-là pour développer ça. Alors on n'a pas encore exactement ce qu'on veut, puisqu'on se traîne un exponentiel de pi z en haut, donc ce numérateur-là, on va l'écrire comme exponentielle de pi i z moins 1 plus 2. Ok, et donc si j'écris ça, on obtient que f de z, ça va être égal à pi i fois 1 plus 2 sur exponentielle de pi i z moins 1, et il reste toujours le 1 sur z. Ok, ça nous fait pi i plus 2 pi i sur exponentielle de pi i z moins 1, et il me reste le moins 1 sur z, et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser un 1 sur z ici pour avoir un z ici et un moins 1 ici. Ok, maintenant, ici, vous reconnaissez la forme de ça, donc c'est exactement ce qu'on veut, donc on peut développer avec les nombres de Bernoulli. Donc on obtient que f de z, c'est égal à pi i plus 1 sur z fois, du coup, la somme pour k variant de 0 à plus l'infini des bk sur k factoriel, oui, c'est ça, de pi i z puissance k. Et il reste un moins 1. Ok, donc ici il va nous rester pi i plus somme pour k variant de 0 à plus l'infini des bk sur k factoriel de pi i puissance k z puissance k moins 1
et il nous restait moins 1 sur z. Et donc maintenant, on peut calculer les a indice de n plus 1. Donc, pour n dans n, on a que a indice de n plus 1. Bon, bah ça va correspondre au cas où k-1 est égal à 2n plus 1, c'est-à-dire k est égal à 2n plus 2, et donc ici, bon, vous mettez k égale 2n plus 2 dans tout ça, vous obtenez b indice 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel fois 2pi puissance 2n plus 2 moins 1 puissance n plus 1, et c'est tout. Ok, donc voilà pour le calcul des a indice de n plus 1, c'est un bon début. Maintenant, on va calculer les b indices de n plus 1, donc le développement en série entière de la fonction g. G qui était définie comme la série des 1 sur z moins n plus 1 sur z plus n. Alors, on a pour tout z, on va dire au voisinage de 0, on a que g de z, c'est égal à cette chose-là, somme pour n variant de 1 à l'infini des 1 sur z moins n plus 1 sur z plus n. Ok. Bon, on a vu qu'on avait convergence uniforme locale. Donc, en particulier, on peut dériver sous le signe somme. On peut dériver sous le signe somme. Et ça, c'est super pour nous parce que le fait qu'on puisse dériver sous le signe somme, ça va nous permettre d'attraper les dérivés de g en 0. Et les dérivés de g en 0, bah, c'est exactement ce qui nous intéresse, puisque c'est les coefficients de développement en série entière. Donc, or, b2n plus 1, pardon, c'est égal à g dérivé 2n plus une fois en 0 sur 2n plus 1 factoriel. Et ça, c'est super pour nous, puisque je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est les coefficients du développement en série entière de G, pour constater que ça va être exactement la même chose que les coefficients du développement en série entière de f. Ok, donc il s'agit de calculer ces dérivés-là. Donc, or, on a, donc par dérivation terme à terme, j'ai dérivé 2n plus une fois de z, donc toujours pour z au voisinage de 0, hein, ça va être la somme pour n variant de 1 à plus l'infini, et on dérive ce truc-là, alors je vais pas prendre des 1, du coup je vais prendre des k, et on dérive ce truc-là 2n plus une fois. Ok, alors si je dérive ça 2n plus une fois, je vais avoir ce truc-là, la puissance va augmenter d'un 2n plus une fois, donc on récupère une puissance 2n plus 2. En haut, on récupère un moins 1 puissance le nombre de fois qu'on a dérivé, c'est-à-dire 2n plus 1. Donc en fait, ça va faire juste moins 1, et on récupère aussi un 2n plus 1, ici c'est un k, pardon, et un 2n plus 1 factoriel. De l'autre côté, comment ça se passe? En fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est z plus k, puissance 2n plus 2, 2n plus 1 factoriel, moins 1 puissance 2n plus 1. Bon, les moins 1 puissance 2n plus 1, c'est juste des moins 1, et donc ça nous fait moins la somme tout de suite. Donc j'ai sorti le moins 1 puissance 2n plus 1 ici, somme pour k variant de 1 à l'infini, des 2n plus 1 factoriel fois 1 sur z moins k puissance 2n plus 2, plus 1 sur z plus k puissance 2n plus 2. Ok, et maintenant on évalue en 0. Donc, vous avez que g, alors on va tout de suite calculer b indice 2n plus 1, c'est g indice 2n plus 1 de 0 sur 2n plus 1 factoriel. Donc c'est ce truc-là sur 2n plus 1 factoriel, c'est super, ça fait annuler les 2n plus 1 factoriel. Donc il nous reste moins somme pour k variant de 1 à l'infini. Et donc ce truc-là, je l'évalue en 0. Donc il me reste 1 sur moins k puissance 2n plus 2, plus 1 sur k puissance 2n plus 2. Et ça, c'est moins 2 fois d'état de 2n plus 2. Ok, et donc maintenant, tout se ramène à montrer que b indice 2n plus 1 est égal à a indice 2n plus 1.
Bon bah on va remettre un peu le doigt sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va reprendre les définitions, enfin reprendre les calculs de an plus 1 et bn plus 1 qu'on avait obtenus, et on va les comparer. Alors, si on revient un petit peu à ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait que a indice 2n plus 1, c'est ce truc-là. Ok, b indice 2n plus 1, c'est ce truc-là. Donc maintenant, si on réunit nos calculs de a indice 2n plus 1 et b indice 2n plus 1, on obtient ces deux égalités-là. Et nous, ce qu'on voulait montrer, c'est que a indice 2n plus 1 est égal à b indice 2n plus 1. Vous réarrangez un petit peu et vous tombez exactement sur la formule pour zeta de 2n qu'on avait démontré dans la vidéo sur zeta. Et donc bah, finalement, on a bien que a indice 2n plus 1 est égal à b indice 2n plus 1 pour tout n dans n. Donc, les fonctions f de z qui sont donc qui est égal à somme pour n variant de 1 à l'infini, pardon, ça c'est g de z, excusez-moi, donc g de z qui est égal à la somme pour n variant de 1 à l'infini des 1 sur z moins n plus 1 sur z plus n, qui est égal par définition des b indice 2n plus 1 à cette somme-là. Et f de z, qui est donc pi fois la cotangente de pi z moins 1 sur z, qui est par définition égale à cette somme-là, sont égales sur un voisinage de 0. Donc le voisinage où elles sont égales à leur série entière. Hein. Cette égalité-là, je ne l'ai pas précisé, mais c'est valable pour z suffisamment proche de 0. Sont égales sur un voisinage de 0. Donc, égales partout. Et ça, bah, c'est car la différence s'annule sur un ensemble qui a un point d'accumulation, qui a un point d'accumulation. Et vous utilisez évidemment le théorème des résidus pour dire que bah, si jamais une fonction holomorphe s'annule sur un ensemble qui a un point d'accumulation, alors c'est la fonction nulle, identiquement nulle. Et ça c'est valable évidemment parce que l'ouvert de définition est un ouvert connexe. Voilà, et donc on a bien démontré, pour tout z dans C privé des entiers quand même, on a que pi fois la cotangente de pi z, cette chose-là c'est égal à 1 sur z plus la somme pour n variant de 1 à plus l'infini des 1 sur z moins n plus 1 sur z plus n. Et voilà, donc c'est tout ce que vous obtenez pour la cotangente. Après, vous pouvez vous amuser à évaluer ce truc-là en certains points. Alors, vous écrivez que cette chose-là, c'est 1 sur z plus la somme pour n variant de 1 à l'infini des 2z sur z carré moins n carré. Et par exemple, si vous évaluez ce truc-là en z égale i, par exemple, et ben vous obtenez une formule pour la somme des n carré plus 1. Donc là, z égale i, vous obtenez i carré, ça fait moins 1, et donc vous obtenez moins 1 moins n carré. Donc si vous réarrangez tout ça, vous obtenez une formule pour la somme des n carré plus 1. Et c'est une formule qui va faire intervenir des exponentielles de pi. Donc je vous laisse évaluer ce truc-là en i, par exemple, pour vous convaincre de ce que je dis. Et de manière générale, vous pouvez aussi l'évaluer un peu n'importe où sur l'axe imaginaire pur. Ça donne des résultats assez jolis et assez rigolos. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. La prochaine fois, a priori, on utilisera ce qu'on vient de faire pour démontrer le produit infini du sinus. Donc pareil, c'est une formule qui donne la valeur de la fonction sinus, donc cette fois-ci sinus, pas cotangente, en fonction de ses zéros. Donc en fait, on va voir la fonction sinus comme un polynôme de degré infini qu'on va essayer de factoriser un peu brutalement. Donc voilà, ça va être la motivation, et puis on va démontrer formellement l'égalité du produit infini du sinus la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.